Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 28 juillet 2024. Vous l'aurez sans doute compris, quelques soucis techniques de l'autre côté, mais tout se met déjà en place pour le bon déroulement du grand format de ce dimanche. Après le journal, on va ouvrir le plateau invité avec le maire de Porto Novo qui vient nous parler du festival des masques de Porto Novo qui va démarrer vendredi prochain. Quel est le programme donc des manifestations de ce festival? Il nous le dira juste donc après sur le net que nous propose Florence Boussa. Le chef d'État du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a dépêché ce mercredi à Cotonou une délégation en vue de discuter des sujets d'intérêt commun entre les deux pays selon un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Cette démarche est appréciée dans le rang des internautes. Le dialogue est un tremplin pour désamorcer les tensions diplomatiques et pour le bonheur des populations des deux peuples. Vivement une décrispation pour le bonheur des peuples. La qualité des participants témoigne clairement de la volonté des deux pays à régler leurs différends. Très belle initiative. Enfin, la mort brusque du journaliste François-Xavier Noumon a fait pleurer les internautes cette semaine. Feu François-Xavier Noumon, précédemment en service à la télévision privée E-Télé, est décédé des suites d'un accident de circulation dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juillet 2024. Les réactions fusent dans le rang des professionnels des médias ainsi que les acteurs politiques sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'internautes expriment leur compassion tout en invitant les autorités à penser aux conditions de travail des journalistes béninois. Pour Christelle Rundongo, directrice de l'administration du parti L'Union progressiste Le Renouveau, François-Xavier Noumon décédé s'est inscrit sur la liste des étoiles filantes. Pourquoi les journalistes du Bénin trépassent si tant ces derniers temps? Que Dieu leur vienne en aide. Ce n'est pas croyable, je vois le vide créé dans son organe de presse. Je suis E-Télé à cause de lui. Les bonnes choses ne durent jamais. Une grosse pète pour la presse béninoise. Ta perte est une véritable tragédie. C'est bouleversant de réaliser que ton passage parmi nous a été si éphémère. Nos routes se sont croisées à maintes reprises sur divers terrains de reportage. C'était un homme d'une grande humilité qui consacrait beaucoup de son temps à corriger mes écrits avant publication. Ton départ soudain laisse un vide immense. Tout le monde s'accorde sur le talent et la personnalité géniale de notre confrère, mais la question est de savoir dans quelles conditions travaillait-il. Les plus grandes douleurs sont muettes. Ce décès est inconcevable, insupportable et très douloureux. Du vendredi 2 août prochain, la ville capitale sera au cœur d'un événement culturel majeur, le Festival international de Porto Novo, qui est devenu le Festival des masques de Porto Novo. Qui de mieux pour nous parler de ce festival et nous donner une idée de ce qui s'y fait actuellement? Il est avec nous sur le plateau du grand format, Monsieur Charlemagne Yankoti, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Vous êtes le maire de Porto Novo, bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer donc par chercher à savoir pourquoi ce changement de dénomination du festival. Merci beaucoup, cher journaliste Boukari. Oui, effectivement, de Festival international de Porto Novo, nous sommes passés au Festival des masques. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les normes, les standards au niveau international,
Un festival doit faire un focus sur, disons, un genre bien précis hein, de la culture. Et vous n'êtes pas également sans savoir que pour la plupart des festivals que nous connaissons, c'est connu qu'il y a une précision, ce qui n'est pas le cas pour le Festival international de Porto-Novo. Quand on dit Festival international de Porto-Novo, c'est un peu vague. On ne sait pas ce qui sera mis en exergue. Bon, donc, c'est fort de cela que dans la professionnalisation du festival et dans la nouvelle vision du chef de l'État de faire du Bénin une destination touristique, il y a lieu de mettre chaque chose à sa place. Et c'est ainsi que le festival a vu, le international de Porto-Novo a vu son nom être un peu modifié. Mais dans le fond, rien n'a changé. Et on a retenu le nom Festival des masques parce que le clou de notre festival était la déambulation des masques. Et lorsqu'on a regardé toutes les activités qu'on menait au cours de ce festival, en partant des concerts, des jeux et de tout ce que nous avions comme animation, ce qui retenait plus l'attention, c'était la dernière étape qui est le clou de notre festival, et c'était la parade des masques. Donc du coup, il était question de positionner le festival par rapport à la parade des masques. C'est pour cela qu'on a parlé du festival des masques. Justement, et quels sont quand on parle des masques, vous savez, c'est vrai, cela porte un peu à polémique pour certains, parce qu'ils estiment que nous avons des divinités. On prend le Egougou, c'est une divinité. Quand on prend le Zambéto, c'est une divinité. Et donc, il y en a qui se demandent pourquoi les appeler masques. Et donc, c'est le lieu de préciser que nous avons différents types de masques. Et avec les spécialistes, nous sommes parvenus à nous entendre sur le fait que les Egougou, quoi qu'on dise, bien qu'étant une divinité, c'est des masques sacrés. Le Guélédé, c'est un masque sacré. Et donc, du coup, le festival des masques tient compte à la fois des masques sacrés et des masques profanes. Justement, quels sont les types donc, de masques qui vont déambuler pendant ce festival? Pendant ce festival, nous aurons les masques sacrés, et comme je le disais tantôt, et des masques profanes. Au nombre des masques sacrés, je peux en donner quelques exemples. Nous avons le Guélédé, nous avons le Egougou, nous avons le Zambéto, nous avons le Gunko, et nous avons, disons, dans le vaudou ouvert, il y a, disons, un aspect masqué. Et nous aurons tout ça là aussi. Nous aurons également des masques sacrés invités. Et, par exemple, le masque Gla de la Côte d'Ivoire, qui est un masque sacré, et donc qui sera aussi de la partie, parce que notre objectif, c'est de faire du Festival des masques de Porto-Novo un festival international, et il y a lieu donc de s'ouvrir. Et nous aurons également les masques de Dédougou, qui seront de la partie également. Et donc pour cette première édition, pour ne pas dire pour cette édition texte du Festival des masques institutionnalisé par le gouvernement, nous aurons donc 2 pays invités à travers leurs masques. D'accord. Maintenant, au niveau des masques profanes, nous aurons les Kaleta, nous aurons les Bourians, nous aurons les différents autres types de masques qui ne nécessitent pas un rituel avant de sortir. Voilà. Le festival est organisé, on va dire, par la mairie de Porto-Novo en collaboration avec l'Agence de développement des arts et de la culture. À quelle phase des préparatifs êtes-vous en ce moment? Nous sommes déjà presque à la fin. C'est les derniers réglages qui sont en cours. Et c'est le festival, c'est vrai, c'est un festival organisé par la ville, mais aujourd'hui institutionnalisé, donc porté au plus haut niveau. Et c'est le lieu d'affirmer, de dire à la face du monde, et disons toute l'attention du chef de l'État par rapport à ce festival qu'il suit de très près, et nous espérons que l'édition test permettra de mieux positionner le Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir tous les investissements structurants qui se font dans ce secteur de la culture. Il y a lieu de commencer par vraiment rentabiliser, et rentabiliser, c'est de faire en sorte que les touristes foulent davantage le sol du Bénin. Alors pour ceux qui pensent que Porto-Novo a été privé en réalité de son festival, ou tout du moins donc de son contenu, que répondez-vous, monsieur le maire? Je comprends, vous savez, on est des conservateurs,
Mais comme j'ai l'habitude de le dire à ceux qui me posent la même question, dans le fond, le festival, le contenu est resté, rien n'a changé par rapport à les activités que nous avons l'habitude de faire au cours du Festival international de Porto-Novo sont presque reconduites. C'est reconduite, mais maintenant. Et il faut reconnaître que il y en a qui ne se retrouvent pas dans le calendrier proposé. Et nous avons su associer au festival disons des masques d'autres activités à travers les journées municipales de la jeunesse. C'est pour permettre que toutes les activités qui ont l'habitude d'être menées au cours du Festival international de Porto-Novo soient menées pendant la même période. Donc, globalement, je peux dire que rien n'a changé, absolument rien. Je rassure tous les compatriotes. D'accord. Et globalement, dans le programme prévu, à quoi est-ce que les visiteurs ou même les porto-noviens auront droit pendant 3 jours? Pendant 3 jours, on aura le colloque international parce que désormais, nous voulons que disons, ce festival soit un moment de réflexion, un moment où les têtes pensantes vont réfléchir et penser sur notre identité qu'est le vaudou. Donc au cours de ce festival, il y aura un colloque qui va se faire au niveau de l'école du patrimoine africain. Et dans la même période, on aura l'animation des places. Et dans l'animation des places, vous aurez les prestations des masques, des différents groupes de masques. Mais à côté aussi, on a associé la prestation de nos groupes de musique traditionnelle. Vous n'êtes pas également sans savoir qu'aujourd'hui, en dehors de quelques artistes que nous avons qui arrivent à émerger, les groupes traditionnels de musique que nous avons n'ont plus n'ont pratiquement pas d'espace d'expression. Donc là, dans l'animation des places, vous aurez disons des groupes. Il y a des groupes qui vont venir d'un peu partout du pays, que ce soit le Gogorung, du Koufo, disons le Akorung, du Zou, le Tchekoumen. Donc nous aurons de ces groupes qui vont accompagner les masses pour l'animation des places. Mais il y aura également les concerts. Et la particularité, c'est le lieu de remercier le chef de l'État, la particularité des concerts sur le Festival international de Porto-Novo, c'est la promotion de nos artistes. De nos artistes aussi bien modernes que traditionnels, et parce que le gouvernement a estimé que c'est le lieu de les accompagner. Cela ne voudrait pas dire qu'éventuellement pour l'avenir qu'on n'aura pas quelques invités, mais le focus est fait sur les artistes locaux. Voilà. Et enfin, c'est disons la procession des masques qui va se faire le 4 août prochain. Le dernier jour du festival. Alors, en termes d'atouts touristiques, de quoi dispose la ville de Porto-Novo? Oui, Porto-Novo dispose suffisamment d'atouts touristiques. Nous avons plein de circuits. Vous savez déjà que au niveau de la ville, nous avons la mosquée, la grande mosquée qui est d'une architecture particulière et qui est fortement visitée. C'est le lieu encore d'appeler l'attention du ministère de la Culture sur sa rénovation, puisque la mairie a pu faire les études nécessaires. Nous avons les maisons de type afro-brésilienne. Il y a un circuit de type afro-brésilien, il y a des circuits il y a un circuit qui est dédié à ça. Nous avons également la promenade lagunaire qui vient d'être réalisée et qui est une infrastructure touristique d'envergure, et sans oublier disons la randonnée lagunaire qui peut se faire jusqu'à la rivière Noire et du côté des Aguégués aussi. Nous avons pas mal de sites. Nous avons les places rénovées de Vaudou qui sont là. Nous avons également pas mal d'autres choses parce que le musée international est en pleine construction, mais avec le temps, c'est des endroits qui vont capter ou attirer beaucoup plus les touristes. Nous avons le musée romain qui est également en pleine rénovation, le musée Adandé qui est en pleine rénovation, l'arène culturelle
qui bientôt aussi va prendre corps. Donc vous convenez avec moi que nous, quand même, c'est une ville culturelle, Porto-Novo. Alors que gagne la ville de Porto-Novo à travers l'organisation de ce festival? Vous savez, tout festival a pour objectif de dynamiser un territoire. Donc, déjà par l'afflux des touristes, c'est l'économie locale qui prend encore davantage de l'envol. Mais c'est beaucoup plus, disons, les projecteurs qui seront portés sur Porto-Novo et le repositionnement de Porto-Novo en tant que ville touristique au niveau de notre pays et de la sous-région, pourquoi pas au niveau de toute l'Afrique. Et il faut reconnaître que tout festival a également pour finalité de révéler un territoire. Donc ce festival qui est porté jusque-là par la mairie et le relais maintenant vient d'être fait par le pouvoir au niveau national, ça donnera encore plus de visibilité comme les Vodun Days au niveau de Ouida. Et vous voyez la particularité entre Porto-Novo et Ouida pour les Vodun Days, l'aspect culturel est beaucoup plus mis en exergue au niveau de Ouida. Par contre, c'est l'aspect culturel qui sera beaucoup plus révélé au niveau de Porto-Novo. Et comment peut-on participer aux différentes manifestations? Non, mais pour le moment, la participation elle est ouverte, elle est libre et nous saisissons cette occasion pour inviter toute la population, surtout celle de Porto-Novo et des environs, à venir massivement participer, assister aux différentes activités. Mais par la même occasion, nous invitons tous les Béninois à profiter des vacances pour venir vraiment vivre un instant merveilleux au niveau de la ville de Porto-Novo. D'accord, on va finir avec votre message. Vous avez dit le gouvernement a apporté son soutien significatif à l'organisation de ce festival. Quel est votre message à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce rendez-vous culturel? Merci beaucoup. En premier lieu, c'est à l'endroit du chef de l'État que nous réitérons toute notre gratitude et plus particulièrement celle de la population de Porto-Novo pour cette attention particulière. Le chef de l'État n'a jamais cessé de dire qu'il va davantage révéler la ville de Porto-Novo. Nous l'avons constaté et nous le constatons encore davantage. D'abord à travers les investissements structurants au niveau de la ville, toute la beauté que nous voyons aujourd'hui au niveau de cette ville et également cet investissement qui se fait et la révélation de Porto-Novo à travers ce festival que désormais nous appelons Festival des masques qui est porté au plus haut niveau. Et après le chef de l'État, nous adressons toute notre gratitude à toute l'équipe depuis le ministère de la culture et des arts, juste en passant par la DAC, la SOL, la NPT, tous les différents acteurs ainsi que tous les collaborateurs de la mairie, de même que les conseillers. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître l'implication des sages de la ville de Porto-Novo et des têtes couronnées qui ne cessent de nous demander comment ça évolue. Nous leur disons tous merci. D'accord. Merci à vous, Monsieur Charlemagne Yankoti, maire de la municipalité de Porto-Novo, la ville qui abrite le festival des masques de Porto-Novo. Rendez-vous vendredi prochain pour le lancement officiel des hostilités. Très bonne journée à vous et bon retour à Porto-Novo. Merci beaucoup, M. Boukari. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand format, on va parler d'un homme, le professeur Euseb Alirono, décédé il y a quelques semaines. L'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin lui rend hommage depuis quelques jours et c'est dans ce cadre qu'il vient sur ce plateau. Il s'agit du professeur Martin Chobli qui est également membre de l'Académie. On va l'installer avec ceci. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Le grand format se poursuit avec la page invitée. Le professeur Martin Chobli vient de nous rejoindre. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors vous êtes membre donc de la commission permanente santé de l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin. Le professeur Euseb Alerono, qui nous a quittés il y a quelques semaines, fut le président donc de cette académie. Qu'est-ce qui a motivé donc la création de la dite académie? L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin est une société scientifique de haut niveau et qui, à l'image des académies d'autres pays, a pour mission principale de contribuer au développement durable soutenu de notre pays par la science, les arts et les lettres, en promouvant la recherche scientifique et surtout son application pratique pour que les populations puissent en bénéficier. Et puis l'académie est en train de rendre hommage donc à son premier président, donc le professeur Euseb Alerono. Alors pourquoi cette initiative, professeur? Oui, parce que le professeur Euseb Alerono est un grand monsieur. C'est un très haut cadre de notre pays. Il est médecin, il est enseignant-chercheur, il est académicien et il a rendu de très grands services à la nation. D'abord de par sa spécialité, la gynécologie obstétrique, qui s'occupe de la santé de la mère. La santé de la mère dans toutes ses dimensions. La mère qui va accoucher, mais avant il faut préparer l'accouchement. La mère qui accouche, il y a des complications en cours d'accouchement. Et après l'accouchement, il peut y avoir encore des problèmes. Mais même quand la femme a dépassé l'âge de procréer, il y a les problèmes de la ménopause et tous les problèmes liés à la femme. Le professeur Alerono, dans cette spécialité pointue, a développé dans notre pays tout un processus pour une pratique sécurisée de la femme qui arrive dans une maternité. Tout un processus pour la formation d'agents de santé de bon niveau pour accompagner le processus d'accouchement et de santé de la femme. Mais il a été au-delà en faisant des recherches très pointues, notamment dans le domaine de l'application dans les communautés, la médecine communautaire. Il s'est beaucoup basé sur la conférence d'Alma-Ata de 1978 qui a donné les soins de santé primaire et surtout l'initiative de Bamako qui, quelques années plus tard, a défini comment on peut amener cette conception de soins de santé primaire dans toutes les communautés et appliquer à la santé de la femme. Il est allé très loin avec la création du CREDESA, c'est le Centre régional de développement de la santé à Paou, où de nombreux médecins et sages-femmes sont passés pour s'enquérir de la dimension santé publique de la prise en charge de la femme. Ça fait partie de sa contribution au développement de la science. Ça fait partie oui, bien sûr. Le développement, c'est une pierre très importante au développement de la science. Et cela fait tache d'huile. Et dans le monde universitaire, quelle a été sa contribution? La contribution du professeur Alerono dans le monde universitaire est énorme. D'ailleurs, il a eu une formation très solide
par la voie royale qui est celle du concours d'internat. C'est un ancien interne des hôpitaux de Dakar. Et puis il a passé le concours de professeur et donc il a contribué à former les étudiants en médecine en général. Oui. La formation de base fait partie des pères fondateurs de la faculté des sciences de la santé de Cotonou, à côté d'autres grands professeurs comme Gouleté, Kenifor, qui sont les plus anciens. Et puis il a développé aussi la formation des sages-femmes, c'est-à-dire les agents de santé les plus proches des médecins, gynécologues obstétriciens, pour accompagner la maternité sans risque. Il n'y a pas de maternité sans risque, à moins de risque. La maternité la mieux sécurisée possible. Il a formé aussi les médecins à l'enseignement, préparer ses assistants à devenir professeurs. Et il en a eu toute une flopée. Je peux citer professeur Aguessi, professeur Perrin, professeur de Souza, professeur Takpara, professeur Alisso et beaucoup d'autres encore. Donc, sa contribution dans ce domaine est énorme. Il a été au niveau du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, un élément important pour le concours d'agrégation. Membre du jury, puis président du jury pendant de longues années pour sélectionner avec rigueur les enseignants les plus aptes du domaine universitaire. D'accord. Vous qui l'avez connu et fréquenté, qu'est-ce qui caractérise, on va dire, l'académicien, donc à qui vous rendez hommage aujourd'hui? Caractériser le professeur Ali Khonou, c'est un peu complexe. Oui. L'homme d'abord, qui frappe par sa simplicité, son humilité, et qui est un moteur. Vous ne pouvez pas rester dans les pareils du professeur Ali Khonou et être paresseux. Vous êtes obligé de travailler, d'aller loin. Il passe beaucoup de temps à l'hôpital. C'est vraiment le médecin de terrain tel que défini dans l'ancien temps, j'allais dire. Voilà. Sur le plan scientifique, c'est la rigueur. Ne rien dire sans preuve. Il faut chercher à comprendre les choses avant. Il nous disait souvent, il faut distinguer. Dans le cas de soigner des hommes, les applicateurs de protocoles, c'est-à-dire ceux qui appliquent des protocoles, c'est ça, il faut faire ça, il faut ça. Et puis ceux qui réfléchissent pour bien comprendre la cause et adapter le traitement. Voilà. Donc c'est un vrai médecin praticien. Sur le plan scientifique, il a été encore plus loin. Il a animé des sociétés savantes importantes. La SAGO, Société africaine de gynécologie obstétrique, la FIGO, la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, mais plus près de nous ici, il a milité très activement dans une société savante de haut niveau qui s'appelle la WACSA, West African College of Surgery, le collège ouest-africain de chirurgie, qui regroupe tous ceux qui ont des activités qui contribuent à la chirurgie. Obstétriciens comme lui, chirurgien généraliste, chirurgien traumato, anesthésiste, ma spécialité, tous sont ensemble. Et là, comme à son habitude, il a gravi tous les gestions jusqu'à présider aussi cette prestigieuse société savante entre 2007 et 2009. Plus à l'extérieur, le professeur Ali Khonou a été élu membre associé de l'Académie de médecine de France dans la spécialité gynéco-obstétrique. Ça, c'est un académicien. D'accord. Encore plus loin, il a été fait docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain en Belgique et docteur honoris causa de l'Université Laval au Canada. Ce sont des références importantes. Alors pour vous, comment peut-on, on va dire, résumer la vie du professeur Ali Khonou? En résumé, la vie du professeur Ali Khonou, c'est une vie au service de la nation. C'est une vie au service de la femme qui doit accoucher, mais la femme qui ne peut pas accoucher, qui cherche la grossesse pendant des années, tout ça, c'est une vie au service des étudiants qu'il faut former, bien formés pour que la relève se fasse. C'est une vie au service de la science en général, que ce soit national au Bénin, que ce soit régional à côté de nous. Il a développé les relations de notre académie
avec la NAS, Nigerian Academy of Science, la GAS, Ghanaian Academy of Science, mais aussi l'Académie du Kenya, du Ghana, d'Afrique du Sud, pour une dimension internationale, ce qui nous a permis, nous les plus jeunes, d'apprendre ce qui se passe dans les autres pays. Donc c'est un monsieur qui a rendu d'énormes services. Ce qui peut nous satisfaire, c'est que ces services ont été reconnus. D'abord dans notre pays, il est grand croix de l'ordre national du Bénin, c'est quand même une distinction assez importante. Et hors de chez nous, on voit qu'il a été décoré au Congo, en Guinée, en Éthiopie, au Niger, au Gabon. Cela veut dire que sur notre continent, on reconnaît sa grande valeur. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été docteur honoris causa de 2 universités mondiales. Au niveau de l'académie, qu'est-ce que vous avez prévu justement pour promouvoir tous ses mérites, pour le rendre donc davantage hommage? Voilà, déjà au niveau de l'académie, nous tenons à lui rendre hommage de façon publique. Donc il y aura des hommages publics le mercredi 7 août de 9h à 15h au Palais des Congrès, avec les interventions de tous ceux qui veulent lui rendre hommage, bien sûr dans la limite des possibilités de temps, hommages nationaux, mais aussi hommages internationaux. Nous avons des annonces du Nigeria, du Ghana, d'Afrique du Sud, du Canada, de Belgique, de France. Donc nous allons passer un bon moment à mettre en valeur ses travaux et ce qu'il a fait. D'accord, on va finir. Qu'avez-vous à dire à tous ceux-là qui ont connu le professeur Eusèbe Alironou ou qui ont bénéficié de sa science? Je sais que dans le monde médical, l'annonce de son décès a été un événement de désarroi. Mais nous sommes des médecins, nous savons que il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Et je sais que ce que je veux dire à ses plus proches collaborateurs, donc ceux de sa spécialité en premier, les médecins, mais aussi les sages-femmes, qu'il aimait beaucoup, avec qui il travaillait beaucoup. Et je veux leur dire que le professeur Alironou a été académicien. Et dans le langage français, les académiciens sont appelés des immortels. C'est-à-dire qu'ils ne meurent pas. Donc le professeur Alironou n'est pas mort. Il a laissé la science, il a laissé des élèves. Le plus important, c'est faire en sorte que cela se perpétue. Et faire en sorte que cela se perpétue, c'est faire comme il faisait. Travailler comme lui, avec constance, en allant toujours de l'avant, en cherchant toujours à se perfectionner. Et je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste pour la survie de la médecine et notamment de la gynéco-obstétrique dans notre pays. D'accord. Merci à vous, professeur Martin Chobli, membre de la commission permanente santé de l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin. Vous rendiez hommage au professeur Eusèbe Magloire Alironou, ce grand homme qui a tout donné à la science et à la culture au Bénin. Très bonne journée à vous, professeur. Mesdames et messieurs, nous allons à présent parler très rapidement du Salon international de la musique gospel. Son promoteur sera avec nous juste après cette courte pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com.
Retour sur le plateau du Grand Format, encore 3 rendez-vous à honorer avant de se quitter. On va poursuivre donc avec le Salon international de la musique gospel. Il est déjà installé. Roslin Takolodjou, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc promoteur donc de ce festival. Alors pourquoi ce salon qui est aujourd'hui à sa 4e édition? Merci beaucoup. Ce salon d'abord vient pour apporter quelque chose dans l'arène de la musique gospel. Et quand on parle de la musique gospel, vous savez, c'est une musique qui donne de la vie. C'est une musique au-delà de l'épanouissement que ça procure. Ça enseigne. Et pour celui-là qui est dans un état donné, ça lui permet quand même de changer d'état et de revenir à de bons sentiments. Celui qui est soucieux en écoutant juste la musique gospel peut quitter cet état-là. Celui qui a des problèmes, des soucis, d'autres choses. Mais ce que nous avons remarqué avec nos petites expériences, c'est que quand on prend cette musique au Bénin, chez nous, nous n'avons pas aujourd'hui assez d'acteurs de cette musique. Je veux parler des artistes qui nous représentent sur le plan international. C'est pas qu'il n'y a pas de talentueux. Il y a beaucoup de talentueux. Il y a des gens qui sont très bons en termes de la musique. Mais sur le plan international, il y a des choses qui se veulent quand même pour quand même être positionné là-bas par rapport à la qualité de ce que tu fais, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, le Bénin, nous n'en avons pas assez. Et quand nous regardons également dans la sous-région, il y a ce même constat, à l'exception de quelques pays. Donc c'est de là l'idée est venue. Pourquoi ne pas initier un état des lieux de la musique gospel? C'était ce truc-là, c'était déjà avant le Covid que nous avons eu l'idée et on a commencé par travailler pour avoir une table ronde discutée entre nous, acteurs de la musique gospel. Quand les Covid sont là, après le Covid, nous avons eu cette vision. Le Seigneur nous a montré que c'est mieux d'aller au-delà des états des lieux, mais plutôt penser à un festival, à un événement qui va réunir la jeune génération, l'ancienne génération, et les deux générations aussi vont pouvoir se réunir autour d'une table, discuter. Maintenant, dans le même temps, il faut commencer par faire un travail avec la jeune génération. C'est de là qu'est né le Salon international de la musique gospel. Et ce salon a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 grandes activités principales. Nous avons le CIMIC Voice. CIMIC, là, c'est le sigle de la définition Salon international de la musique gospel. Voilà, donc nous avons le CIMIC Voice qui réunit ces jeunes talents qui bénéficient de différentes formations, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan managérial, la direction artistique, des formations successives. Et après ces formations-là, il y a des étapes de compétition qu'ils bénéficient et nous passons à la demi-finale. Maintenant, nous sommes à la finale. Il y a, à part cette activité, la table ronde où ces jeunes, avec ces aînés-là, se réunissent autour d'une table. Il y a des orateurs, il y a des gens qui viennent. Nous l'avons fait hier samedi, c'était à tour de table et ça s'est très bien passé. Nous avons eu Raphaël Chéhi que nous saluons au passage. Nous avons eu le prophète Joël Ayatollah qui était là comme orateur. Nous avons en plomberie vouloir ses pouvoirs PVP, pardon, le PDG de PVP, Émile Amandji, qui était aussi de la partie pour quand même dire beaucoup de choses. Nous avons eu le promoteur de la page Gospel Afrique francophone, Ulrich Nascimento, aussi qui était de la partie. Nous avons eu beaucoup d'autres chanteurs, beaucoup d'autres acteurs, que ce soit manager, promoteur, mécène de la musique gospel. Et nous avons échangé, nous avons discuté sur l'exportation de cette musique, le rôle de chaque acteur. Alors, et ça s'est très bien passé hier. Et c'est la deuxième activité. La troisième, qui est la grande soirée finale qui clôture toutes ces activités, qui est la soirée de révélation et de distinction des acteurs de la musique gospel. D'accord. Et puis, justement, qui peut participer à ce salon et comment participer? Déjà, tout le monde peut participer à ce salon parce que c'est un lieu de savoir où tu peux venir, surtout la table ronde, tu peux venir écouter, apprendre autour de cette table. Tu peux aussi venir pour suivre de beaux spectacles, voir ce que le Seigneur peut faire à travers une chanson gospel que tu écoutes. Donc, raison pour laquelle, que ça soit chrétien, que ça soit quelqu'un qui ne croit pas encore en Christ, nous vous invitons à faire le déplacement le dimanche prochain et vous allez voir de quoi il est question. Quand vous écoutez la musique gospel, ce que ça fait. Au-delà de l'épanouissement, je vous dis, c'est la vie. D'accord, d'accord. Merci à vous, Roslin Takolodjou, promoteur du Salon international de la musique gospel. Donc, le salon qui est à ça. 4e édition cette année. Très bonne journée à vous. Si vous permettez rapidement, je rappelle que ça va se faire à Idriss Déby sur le campus d'Abomey-Kalaba à partir de 15h. L'entrée c'est pas du tout cher, 1000 francs. D'accord. Mesdames et messieurs, avant le tour d'horizon de l'actualité nationale, nous allons ouvrir très rapidement une parenthèse pour parler de la tournée africaine sur l'éveil de la conscience et le développement féminin. C'est dans quelques secondes.
Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contactez 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contactez 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. www.canal3television.com, c'est l'adresse qui vous permet de nous suivre en direct sur votre smartphone si vous n'êtes pas stable en ce moment. Ceci pour ne rien rater de ce programme que nous avons démarré depuis 13h00. Comme je vous l'avais annoncé, on va parler maintenant de la tournée africaine sur l'éveil de la conscience et du développement féminin. Celle qui vient de nous rejoindre, c'est bien Madame Sadiatou Sitou. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors sur les réseaux sociaux, on vous appelle Didi Choco. Exactement. D'accord, vous êtes spécialiste e-commerce et de la visibilité. Et par ailleurs, vous êtes auteur de 2 livres à succès. Oser rêver grand, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vendu à plus de 4000 exemplaires en un an. Également auteur du livre L'art d'être visible sur le net. Exactement. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors pourquoi une tournée africaine sur l'éveil de la conscience et du développement féminin? Merci beaucoup, monsieur. Je tiens à vous remercier aussi pour l'invitation. L'éveil de conscience parce que je me suis positionnée en ligne en tant que mère, épouse et femme au foyer, et j'ai constaté qu'il y a plusieurs femmes qui sont entrées dans le mariage comme moi avec beaucoup d'illusions, et ça crée beaucoup de frustration dans les couples. Voilà, donc j'ai décidé d'organiser cette tournée pour pouvoir permettre à la femme de comprendre en fait qu'elle peut être une femme soumise et faire de très très belles choses. Et la deuxième raison, c'est que il y a beaucoup de femmes diplômées et elles sont à la maison, elles sont très frustrées aujourd'hui, et ça crée beaucoup de problèmes, de divorce et tout. Donc durant cette tournée, je veux faire comprendre à la femme qu'elle peut travailler dans le confort de sa maison et faire des choses extraordinaires. La dernière chose, c'est qu'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui ont arrêté d'apprendre. Oui, quand tu étudies et que tu es diplômé et que tu travailles, c'est très important de continuer par nourrir ton esprit. Et donc je veux éveiller les consciences sur ce problème-là qui fait que plusieurs personnes sont là et qu'ils tournent en rond, ils se plaignent de leur travail. Seules les femmes sont-elles concernées? Il y a des hommes aussi qui ne vont pas trop bien dans leur foyer. Bien sûr. En fait, c'est pas que les femmes, en fait, c'est les hommes peuvent venir sur cette conférence parce que je pense en fait que pour que le couple fonctionne bien, c'est vraiment important en fait pour tous les deux de comprendre la frustration et le problème de l'autre. Et donc cette conférence, elle est faite pour les femmes au foyer, des salariés avec fin du mois difficile, des personnes en fait qui ont
une activité et qui n'arrive pas à vendre. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont des boutiques et qui n'arrivent pas à vendre. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, je suis la mère de la visibilité. C'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce livre. Oui, pour leur montrer en fait qu'avec Internet, tu peux faire de belles choses. Il faut arrêter de passer son temps à scroller, à regarder les contenus des autres. Crée ton contenu aussi, tu verras que tu pourras avoir beaucoup de clients dans ton téléphone. D'accord. Donnez-nous trois raisons pour lesquelles une femme doit forcément donc participer à cette initiative. Merci beaucoup pour la question. La femme doit participer comme l'homme à cette conférence parce que durant cette conférence, tu vas apprendre comment est-ce qu'on fait pour faire des contenus qui propulsent ton activité sur les réseaux sociaux. Donc, apprendre à être visible. Apprendre à faire le e-commerce avec ton téléphone. Tu vas apprendre aussi à monétiser ton talent. Vous êtes très nombreux, vous avez du talent, mais vous ne cherchez pas en fait à comprendre comment est-ce qu'on fait pour vendre ça à l'international. Par exemple, qui sait cuisiner. Tu dors sur ce talent-là alors que Dieu te l'a donné pour que tu puisses l'utiliser et partager avec le maximum de personnes. Avec ton talent de cuisine aujourd'hui, tu peux vendre ça à des milliers de personnes sur Internet, mais il faut que tu connaisses. Donc, durant cette conférence, nous allons parler de ça. Et nous parlerons aussi du mariage et de la reconversion professionnelle parce qu'il y en a, elles sont très nombreuses, des femmes diplômées qui sont là depuis des années, qui cherchent même des stages bénévoles qui ne trouvent pas. Donc, on va essayer de travailler avec des spécialistes sur le terrain ici au Bénin, notamment M. Waliou Aïné, qui va nous aider vraiment à pouvoir leur montrer le chemin pour se reconvertir. Alors, comment ça va se passer en quelques secondes? Oui, ça se passe à l'hôtel Azalaï à Cotonou, ici le 3 août 2024. Et donc, si vous avez envie de participer, contactez simplement le numéro. On va donner le numéro après. D'accord. Donc, ça va commencer quand vous avez dit... Ok, ça commence à 12h. C'est-à-dire que 12h de Cotonou ici jusqu'à 20h pour les VIP. Voilà. Et le standard, c'est de 12h à 17h. D'accord. Merci beaucoup à vous, madame Vadissadia Sitou. Oui. Donc, Didi Choco sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale. En attendant, l'invité, notre artiste de la semaine qui va s'installer plus tard. À toutes et à tous, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire sur Canal 3 Bénin. Dans sa parution du jeudi, Fraternité indiquait qu'une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou le mercredi 24 juillet pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif, décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Sogolo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Fin juin, ils ont rencontré le général Tiani à Niamey. Les relations entre le Bénin et le Niger sont exécrables depuis le renversement du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. La délégation est arrivée peu avant 12 heures. Dans l'heure qui a suivi, elle était reçue en audience par Patrice Talon. Le chef de l'État béninois avait à ses côtés ses deux prédécesseurs, Nicéphore Sogolo et Boni Yayi, son ministre des Affaires étrangères et celui du Plan. Et dans un tout autre registre, Nord-Sud quotidien décrit que les sabotages du pipeline pétrolier Niger-Bénin sont monnaie courante au Niger ces derniers temps. Ces actes d'insécurité revendiqués par le Front National pour la Libération, qui réclame la libération du président déchu Mohamed Bazoum, amènent la China National Petroleum Corporation, l'entreprise chinoise responsable de la construction de l'oléoduc et de son exploitation, à suspendre ses activités. Ce nouveau développement pourrait perturber davantage la vitalité de la production et de l'exportation du pétrole nigérien, pourtant en plein essor, garantissant un boom économique pour le Niger. C'est dans cette atmosphère que Bénin Intelligence soulignait dans une tribune que l'Afrique de l'Ouest est secouée par une série de coups d'État militaires. Depuis le putsch malien de 2020 jusqu'aux récents troubles au Niger, ces renversements ont fragilisé l'équilibre politique de la région. D'un côté se trouvent les juntes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui promettent stabilité et souveraineté face aux insurrections terroristes
et aux influences étrangères de l'autre, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, où les dirigeants élus à travers des élections et pro-occidentaux dénoncent les prises de pouvoir par les juntes militaires. Au milieu se trouvent des nations comme le Togo et le Sénégal qui adoptent une approche prudente face à cette nouvelle réalité. Pendant ce temps, renseignait la nation, le Bénin et la Chine entretiennent des relations de coopération dans mes domaines. La défense et la sécurité y prennent une large part. La célébration du 97e anniversaire de la Fondation de libération de Chine a donné l'occasion aux deux pays de se projeter plus sereinement en termes de coopération militaire. Et dans le domaine de la diplomatie, la nation rapportait que le Japon, la Thaïlande, la Hongrie, la Namibie, le Mali et le Burundi ont de nouveaux ambassadeurs au Bénin. Ces derniers ont présenté le mercredi 24 juillet les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjabi Bakari. Par la même occasion, le nouveau représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a également remis ses lettres de cabinet à l'autorité. 64 ans de souveraineté internationale, c'est dans quelques jours, et Fraternité est allé constater que le vert jaune rouge flotte dans l'air entre la place publique de l'Étoile rouge et l'échangeur de Godomain, comme ailleurs le drapeau national hissé au niveau de chaque poteau électrique flotte au gré du vent. Au niveau des intersections et des points giratoires de la grande ville, le constat est plus patent. C'est un ensemble de drapeaux qui flottent et donnent l'impression d'une harmonie sociétale à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. De son côté, Matin Libre serait heureux si le Niger était à cette célébration, d'où le titre interrogatif, et si le Niger était l'invité d'honneur. Et puis, Nord-Sud Quotidien soulignait que le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à l'installation officielle des membres de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Pour la Nation, les membres de la 7e mandature ont prêté serment et ont été installés le lundi 22 juillet au Palais de la Marina. Édouard Loko, nouveau président de l'institution, et ses collègues conseillers entrent ainsi dans leurs fonctions pour un mandat de 5 ans. Bénin Intelligent, qui s'intéressait au métier de journaliste, imagine le challenge de la restauration avec Édouard Loko, le président de l'institution. Selon Vouditou, qui le rapporte, si cela s'avère nécessaire, les mesures seront appliquées sans état d'âme, a-t-il prévenu. Par ailleurs, il déplore qu'aujourd'hui, personne ne soit fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession très noble, fait-il constater. En titrant que l'ère locaux s'ouvre, Fraternité le rapportait qui pointait que la profession se porte mal et il faudra redoubler d'efforts pour corriger ce qui peut encore l'être. Et comme à son habitude, l'économiste du Bénin relève que selon la revue numéro 13 Focus Éco-Bénin, parue en juillet 2024, la collecte des recettes par la Direction générale des impôts du Bénin a connu une amélioration significative au terme du premier trimestre de l'an 2024. On note une hausse en glissement annuel de 8,4%, puis un taux de recouvrement de 23,3%. Au terme du premier trimestre de l'année 2024, les recettes fiscales brutes recouvrées par l'administration des impôts du Bénin ont affiché une progression notable, atteignant 250 milliards 625 millions 600 000 francs CFA, ce qui représente une augmentation de 8,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette performance témoigne d'une dynamique positive dans la collecte des impôts avec un taux de recouvrement de 23,3% à fin mars 2024. Au titre des impôts sur les biens et services, la collecte réalisée est ressortie à environ 613 milliards 688 millions de francs CFA, en hausse de 3,1% en glissement annuel. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Et
voilà, c'était la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kagni Asiongon que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Un plateau pour le tour d'horizon de l'actualité nationale. Michel Arona, bonjour. Bonjour, cher confrère. Directeur de publication du quotidien Palmarès, président du comité de facilitation de la carte de presse et membre du bureau du CNPA Bénin. Bienvenue sur le plateau du grand format. On va commencer avec l'actualité de la HAC. La 7e mandature a été installée lundi dernier par le chef de l'État. Ensuite, il y a eu passation de charge entre les présidents sortants et entrants de l'institution de régulation des médias au Bénin. Comment avez-vous suivi les différents discours? Merci, cher confrère. C'est une cérémonie qui est la HAC à l'entame d'une mandature. La cérémonie se déroule comme ça. Le président de la République a procédé à l'installation de cette 7e mandature de la HAC. Et je crois que de discours, il doit avoir peut-être quelque chose à dire par rapport au discours du président entrant, le président local, qui était un discours improvisé, ce qui veut dire que il a exprimé ce qui venait de son cœur. Et si cela ne tenait qu'à ça, j'ai noté dans ce discours du président local un message important qui veut dire que c'est vrai que c'est un ancien journaliste, il a été nommé par le président de la République, certes, mais c'est un ancien journaliste qui connaît la HAC et qui connaît les acteurs aussi. Mais il y a deux messages forts. Lorsque le président local dit que sa main ne tremblera pas à agir, cela veut dire que, et à côté de ça, il dit que la recherche de popularité ne saurait être le moteur de l'action publique. Ça veut dire que dans sa peau de président d'une institution chargée de la régulation des médias, il n'y a pas de complaisance possible. Et donc, il appartiendra aux acteurs de saisir et de comprendre à fond ces deux messages importants du président local, afin que dans le fonctionnement des médias et dans le comportement de chacun, nous puissions faciliter la tâche à la HAC pour ne pas avoir à déplorer un certain nombre de situations. Lorsque nous aurons fait ça et que nous aurons joué notre partition, nous allons pouvoir maintenant faire face aux enjeux. Et si entre-temps on notait que quelque chose ne va pas au niveau de la HAC, on ne tardera pas non plus à attirer l'attention des pouvoirs publics, attirer l'attention de l'opinion aussi. Donc je dis ça pour pouvoir exprimer que les acteurs n'ont pas à aller s'asseoir, croiser les bras ou aller dormir parce qu'ils ont fini d'élire des conseillers ou parce qu'on a fini d'installer la HAC, mais qu'il faut monter la garde et surveiller tout ce qui se passe à la HAC, parce que la loi a défini et la loi a confié autant de pouvoir à la HAC sur le fonctionnement des médias, et donc les acteurs n'ont pas à aller dormir ou à aller croiser les bras pour observer la HAC. Nous aurions souhaité que de temps en temps nous puissions faire le point de l'évolution des chantiers structurants de la corporation pour lesquels certaines mesures qui doivent être prises par les pouvoirs publics sont confiées à l'institution. Quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez cette mandature? C'est très important. Le président local connaît les chantiers parce que c'est un ancien journaliste, mais au-delà de ça, il a été aussi responsable des associations professionnelles par le passé. Il connaît les chantiers parce qu'il est au contact avec les acteurs. Et s'il dit que c'est l'initié qui revient au couvent, l'initié c'est lui, le couvent c'est la HAC, mais les prêtres c'est les responsables de nos associations et les divinités c'est nous autres. Donc il a déjà tout dit. S'il dit que l'initié qui revient au couvent doit dire que les divinités se portent très mal, ça veut dire qu'il sait bien la situation qu'il y a et donc les mesures qu'il faut prendre. Et il vient de la présidence de la République, il fut chargé de mission du président de la République au moment où le président de la République a parlé de réformes dans le secteur des médias. Et en arrière-plan, je suis convaincu qu'il sait déjà à peu près de quoi cela s'agit. Et donc, si le président de la République l'envoie présider la HAC, une HAC qu'il connaît déjà pour avoir été vice-président il y a 10 ans, je pense que il y a de quoi ce qu'on puisse au moins nourrir un minimum d'espoir et laisser observer le président local et ses conseillers agir. Et ce que moi j'ai à dire, principalement, c'est que la HAC, 7e mandature, puisse trancher définitivement avec le modèle de gestion de la HAC que nous avons connu par le passé. Et j'ai espoir que, étant donné qu'un professionnel des médias, un ancien journaliste prend la tête de la HAC, que en tranchant définitivement avec cette gouvernance de la HAC que nous avons décriée, que cela puisse donner la preuve au pouvoir politique
que lorsqu'on confie une mission à un journaliste, que la mission est accomplie avec dignité, avec célérité et avec diligence. Et ça va être la preuve que pour les prochaines fois, on aura des raisons de dire que les journalistes peuvent. Et ce n'est pas la première fois qu'on vient pêcher dans notre marigot. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été promus à différents postes. Et nous estimons que quand on vient chercher dans le rang des journalistes pour les promouvoir à des postes de responsabilité aussi élevés au niveau de l'État, cela veut dire que dans notre corporation, il y a des têtes bien faites. Donc il n'y a pas que de brebis galeuses non plus. D'accord. Sur la question de la valorisation de la carte de presse, fondamentalement, qu'est-ce qui peut changer? Je ne vais jamais parler quelque part sans aborder le dossier carte de presse parce que c'est très important. La carte de presse est instituée par la loi. Et il y a beaucoup de textes réglementaires qui organisent la délivrance de ce document précieux. Je vais dire que le président local a été par le passé président du comité technique de la carte de presse. Ça aussi les gens ont oublié. Et puis je pense que pour avoir été dit à la HAC une fois et pour avoir été acteur, je rappelle aussi qu'il est patron de presse aussi. Il est promoteur d'un organe de presse, donc ça veut dire qu'il sait ce que ça veut dire que la carte de presse. Il y a à peine 2 semaines, j'ai eu 2 confrères qui m'ont contacté parce qu'ils étaient en difficulté pour obtenir le visa parce qu'ils devaient voyager dans le cadre de leur travail. Non seulement cela a traîné, mais qu'on était sur le point de leur refuser le visa alors que c'était des journalistes. Et pendant que ça se passe dans ce Bénin, c'est que les dispositions d'ordre réglementaire prescrivent que lorsque le journaliste qui est en activité doit voyager, il ne devait pas avoir de difficultés non seulement pour l'obtention de son passeport, ni pour l'obtention de visa pour certains pays. Mais les journalistes sont dans cette difficulté-là aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce qui se passe, tel que l'administration publique fonctionne avec les médias, c'est que ces dispositions ne sont pas mises en application. Et c'est pour cela que nous avons fait une mission itinérante pour aller rencontrer les préfets, pour leur expliquer pourquoi il est important que les autorités politiques et administratives nous accompagnent pour que ce que les tests sont prévus pour les journalistes, notamment pour ce qui concerne les avantages de la détention de la carte de presse, soit effective. Lorsque la décision de la HAC, la décision du 25 avril 2013, qui a été prise au moment où Edouard Loko était vice-président, c'était sous la mandature de feu Théophile Nata, cette décision a disposé que lorsque le journaliste a justifié de 15 ans de pratique professionnelle continue, qu'il peut demander et obtenir le passeport de service. Si les journalistes avaient été détenteurs du passeport de service, cela pourrait faciliter l'obtention de visa. Parce qu'au niveau des ambassades, au niveau des consulats, lorsque dans le dossier, c'est un passeport de service, il y a une certaine célérité et il y a moins de tracasseries. Mais si c'est le passeport de service qui pose problème aujourd'hui au pouvoir public, nous n'exigeons pas seulement qu'on nous donne forcément le passeport de service. On peut s'en passer si c'est ça qui leur fait problème, mais on peut prendre des actes réglementaires et faire circuler pour montrer au niveau de l'administration que lorsqu'un journaliste demande un titre de voyage et que dans son dossier il y a déjà la carte de presse, c'est un document qui porte la signature d'un président d'institution. Le président de la HAC, sa signature est au-dessus de la signature d'un préfet qui signe les cartes d'identité ou au-dessus de la signature du DG de l'ANEP qui signe les cartes d'identité biométrique. Par conséquent, un document qui porte la signature d'un président d'institution, c'est à respecter. Donc la carte de presse est à respecter et partout où un professionnel de médias se présente et qu'il est détenteur de la carte de presse, que toutes les facilités que les tests réglementaires ont prévues soient accordées. Donc ce que nous disons, c'est que si c'est le passeport de service qui pose problème par rapport au voyage des journalistes pour qu'ils aient le visa, il faut qu'il y ait alors un acte administratif qui couvre cela et que dans l'administration, lorsque le dossier parvient et que par exemple au niveau des consulats, au niveau des ambassades, on découvre qu'il y a la carte de presse en cours de validité du journaliste qui est dans le dossier, qu'on comprenne que c'est pour cause d'utilité publique parce que la carte poste au verso la mention comme quoi les autorités administratives du Bénin et des pays d'accueil sont priés de faciliter aux détenteurs de la carte l'exercice de sa profession. Mais nous constatons qu'en réalité, il y a beaucoup de journalistes qui ont beaucoup de blocages sur leur chemin, ne serait-ce que pour l'accomplissement diligent de leur mission, qui est une mission d'intérêt public. Ce que le journaliste fait, c'est une mission d'intérêt public. Ce que vous faites ici, vous le faites, vous êtes dans le secteur privé des médias, certes, mais l'information est du domaine public. C'est à cause de ça que les pouvoirs publics ont intérêt à nous accompagner sur ces différents chantiers. Donc, j'ai le ferme espoir que pour avoir été président du comité technique de la carte de presse, pour avoir été vice-président de l'ODEM, pour avoir été président de l'ODEM, pour avoir été président du patronat, et pour avoir été vice-président de la HAC,
le président Edouard Loko connaît déjà tout ça. Et j'ai le ferme espoir que la HAC pourra maintenant accompagner les initiatives que nous avons prises dans ce sens pour faciliter la mise en œuvre des dispositions réglementaires sur la carte de presse aux journalistes. Vous avez parlé du vice-président Robert Barré qui va s'occuper de cette question. Oui, voilà. Donc, après l'installation, le conseiller local et les autres conseillers ont procédé à l'élection du bureau. Je rappelle que le bureau de la HAC, c'est 4 membres, le président, le vice-président et 2 rapporteurs. Le président est déjà connu, c'est désigné par le chef de l'État. C'est ce que disposent les tests, ce qui a été fait. Le vice-président est élu par les conseillers. Mais ce que j'ai constaté, c'est que vous allez voir que depuis la première mandature de la HAC, quand vous prenez la première mandature en 1994, feu René Meiro Doussa, son vice-président c'était le doyen Sébastien Agbota, un journaliste qui avait été désigné par les professeurs des médias. Quand vous prenez la deuxième mandature présidée par feu Louis Paoliti Béanzin, qui était décédé dans ses fonctions, qui a été remplacé par Timothée Adanlin, et le vice-président de la deuxième mandature, c'était le doyen Noël Alagbada. Quand on prend la troisième mandature, Alizato, je crois si mes souvenirs sont exacts, avec Alizato, c'est Clément Renotin, père à son âme, qui était vice-président. Et quand vous prenez la quatrième mandature, je crois, ça doit être avec feu Théophile Nata. Avec cette mandature, le doyen Edouard Loko était vice-président. Et puis quand vous prenez la cinquième mandature avec Adam Bonitessi, le vice-président c'était encore notre confrère Suleiman Lachanti. Et puis quand vous prenez la sixième mandature, c'est Madame Cécile Aumenu qui avait été désignée vice-présidente. Elle avait été élue par le professeur des médias dans la catégorie des techniciens. Donc vous constatez que sur toute la ligne, on s'arrange pour que un des acteurs des médias venus par mode élection soit vice-président de l'institution. Parce qu'on estime que, étant donné que le président de la République a déjà désigné le président de l'institution, et que l'institution est chargée donc de prendre des décisions sur la vie des médias, que ceux qui ont été désignés par les professionnels des médias secondent le président. Et c'est ce qui a été toujours observé. Mais j'ai constaté que, vous allez voir même que pour cette mandature qui vient de finir, la sixième par exemple, quand Mme Aoumeno a été élue députée et qu'elle a démissionné, il y a eu élection, et le conseiller Amaoussou, qui est devenu vice-président. Lui aussi, il a été élu par les acteurs des médias en 2019. Alors, ce qui a changé cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et puis, bon, c'est... donc il préside, donc... Voilà, donc on s'attendait que le vice-président, étant des élections, que le vice-président soit Amaoussou, qui a été élu, ou Basil Chibozo, ou Lionel Begonde. Bon, on s'attendait quand même que l'un des trois soit vice-président. C'est ce à quoi nous, autres acteurs des médias, on s'attendait. Mais il s'est fait que c'est M. Barré qui a été désigné pour seconder le président local. Et on a constaté encore que le poste de premier rapporteur est revenu encore à Mme Biofai Rukiratou, qui est aussi désigné par le président de la République. Donc on constate que sur le bureau de 4 membres, les 3 premiers viennent encore du président de la République. Le président de la République a désigné Edouard Loko, le président de la République a désigné Maître Barré, le président de la République a désigné Mme Biofai, et les 3 sont présidents, vice-présidents, rapporteurs. Et donc c'est... le mouvement... tel que ça s'est présenté, et je crois le deuxième rapporteur c'est un professeur des médias qui est sorti des élections, c'est le conseiller Basil Chibozo. Donc avec ça, bon, on se réjouit quand même qu'au moins on a pu trouver une place pour un professeur des médias dans ce bureau. Donc j'ai constaté que ce qui s'est passé cette fois-ci a cassé la dynamique qui a toujours existé depuis 30 ans. Et donc nous avons, je me suis dit que peut-être que ils ont estimé que comme Edouard Loko est déjà un journaliste, un ancien journaliste, il est acteur des médias, mais ça ne peut pas être une raison, parce que c'est vrai qu'il est un ancien journaliste, mais il n'a pas été désigné par les journalistes pour siéger là, il a été désigné par le président de la République. Maintenant, si c'est pas par rapport aussi à l'esprit de respecter peut-être, je me suis dit tout ça, et si c'est l'équilibre régional, c'est-à-dire on estime que Edouard Loko est déjà président, il faut que le vice-président soit quelqu'un qui, voilà, pour respecter l'équilibre régional, là je suis d'accord, mais ce pourquoi l'argument là aussi ne pouvait pas tenir, c'est que quand Adam Bonte était président, son vice-président c'était Suleiman Lachanti,
mais il n'y a pas eu pour le prix régional. Pour la mandature aussi, c'était René Méro de ça. Le vice-président c'était Sébastien Abota, mais il n'y avait pas de problème de prix régional. Donc là encore... Merci à vous, Michel Aronon, directeur de publication du quotidien Palmarès, président du comité de facilitation de la carte de presse, également membre du bureau du CNPA à Bénin. Merci pour ces analyses. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons finir le grand format de ce dimanche, comme d'habitude, avec notre artiste de la semaine. Le grand format dans la musique traditionnelle ce dimanche avec notre artiste de la semaine qui vient de s'installer, Reine Mijaya. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors comment vous portez? Je vais bien, merci. D'accord. Mijaya, ça signifie quoi? Mijaya, ça veut dire enjoyez-vous. D'accord. D'accord. Alors, il y a 22 ans que vous avez découvert cette passion, donc de faire la musique. Cela vous a amené à intégrer la chorale, donc que dirigeait votre père. Nous sommes donc en 2002. Alors, comment se manifestait cette passion en vous? Dès le bas âge, je chantais. À la maison, même dans ma chambre, dans la douche, partout où je suis là, c'est la chanson. Mon père fut le maître de chœur de la chorale de notre place. Donc c'est de là, il a vu que cette fille-là, elle doit intégrer la chorale. Donc c'est lui-même qui m'a mis dans la chorale et comme ça j'ai commencé un peu. Ils ont vu mon thème vocal, ils ont vu que ça va bien. Et lors des concerts, tout, j'ai des morceaux, je chante et c'est comme ça on a commencé petitement. Et en ce moment, comment arrivez-vous à concilier les études à l'école et puis cette passion pour la musique? Bon, j'essaie de gérer parce que tout est question d'organisation. Je consacre tout, j'apprends mes leçons. Mais le reste de mon temps, si je reviens de l'école, c'est la chanson. D'accord. Et c'est en 2019 que Reine Mijaya a officiellement, on va dire, lancé sa carrière musicale avec son orchestre. Voilà. Présentez-nous l'orchestre. Merci. Mon orchestre, c'est l'orchestre Mijaya. Nous jouons Eyogohun, le rythme Eyogohun en live. Sur les cérémonies partout. C'est un rythme d'avant-coup? Voilà. D'accord. Aujourd'hui, vous avez combien de morceaux à votre actif? J'ai déjà 6 morceaux. 6 morceaux. Lesquels? Le numéro 1, c'est Corona Minboy. C'est un single que j'ai fait sortir en 2021. À l'avènement du coronavirus. C'est un morceau de sensibilisation. Quel est le message que vous passez à travers ce morceau? J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Après ça, j'ai conseillé aux gens de respecter les règles de distanciation et autres.
Alors, en avril 2021, vous avez lancé votre premier album de 4 titres. C'était à la place publique d'Avrancourt. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Je remercie sincèrement tous mes fans pour leur mobilisation et leur bonne volonté. Ouais. Alors, pourquoi avoir choisi la musique traditionnelle pour chanter? Bon, j'ai choisi la musique traditionnelle parce qu'il y a de facilité dedans en termes d'investissement. Ouais, c'est l'investissement qui a fait que j'ai choisi cette musique. Mais actuellement, je travaille pour pouvoir combiner les deux, modernes ainsi que le tradit. D'accord. Qu'est-ce que vous chantez d'habitude? Quels sont les faits de société qui vous inspirent souvent dans vos chansons? Je chante tout ce qui se passe autour de moi, la réalité. Je donne des conseils aussi, donc je chante tout. Concernant Dieu, la nature et autres, tout et tout. D'accord. En dehors de Corona Migbe, il y a encore d'autres... Oui, il y a le son qui viennent de jouer là, et Benoto, c'est-à-dire Dieu est dans la barque, donc ne vous inquiétez pas, ça c'est le premier morceau de mon album de 2021. Donc c'est ça, le second titre c'est Medito. Medito. Ça veut dire mes parents. D'accord. C'est un hommage que vous rendez aux parents? Vraiment, c'est un grand hommage parce que... Qu'ont-ils fait pour vous? Ils m'ont élevé avec tant d'amour. C'est vrai qu'ils ne sont pas riches, mais j'ai senti en eux que j'ai de bons parents. D'accord. C'est d'ailleurs ça pour tous les parents du monde entier parce que il n'y a aucun parent qui souhaite que son enfant échoue. Voilà, donc partout où je suis, ma joie est leur joie, ma détresse est aussi leur détresse, donc c'est un peu ça. La chanson que vous faites aujourd'hui, est-ce que les parents sont fiers donc, de leur fille? Ils sont vraiment, vraiment fiers. Surtout papa et maman là, ils sont fiers de ça. Et c'est d'ailleurs un héritage de papa. Je l'ai hérité de lui, donc. Aujourd'hui, vous chantez, quelle est votre ambition? Que voulez-vous devenir? À qui voulez-vous ressembler sur la scène musicale béninoise? Sur la scène, je voudrais atteindre le niveau de la maman Africa, maman Angélique Kidjo, tout en restant moi-même. D'accord. D'accord. Quels sont les projets que vous avez depuis 2020? Vous avez un morceau depuis 2023? C'est en 2022 j'ai fait sortir Aouin pour mes fans. D'accord. Donc en 2023, je n'ai pas fait. 2024 aussi, c'est pas... Oui. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment? Je suis en train de préparer un album aussi pour la fin d'année. Un album? Ça va être probablement de combien de titres? 4 titres. 4 titres. D'accord. Est-ce que vous avez un producteur? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir dans les productions que vous faites? Oui, actuellement j'ai un producteur. Et c'est mon mari d'ailleurs. Donc c'est lui qui... Tout ce que je fais, c'est lui qui m'aide à le faire. Donc c'est un peu ça. Vous avez un mot à lui dire? Je le remercie pour tout ce qu'il me fait. Que Dieu le bénisse. D'accord. Dans vos chansons, vous êtes donc dans la musique traditionnelle. Quelles sont les valeurs que vous défendez dans vos chansons? Les valeurs que je défends, c'est le bien-être. Le bien-être. Quand on est entre individus, on doit bien se comporter. Donc c'est ça. En dehors de ça, ce que je prépare, c'est pour la femme, la valeur féminine. La femme n'est pas à négliger dans le foyer. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et puis, vous avez aussi reçu des distinctions, hein? Déjà, quels sont les trophées que vous avez reçus? J'ai eu un tableau d'honneur à la radio Weke l'année passée, en septembre 2023. J'ai occupé la 2e place des artistes. On était 20. Donc, après la finale, j'ai été la 2e. D'accord. Et puis à l'université d'Abomey-Calavi, vous avez décroché votre licence professionnelle en économie et gestion de la microfinance. Alors, la musique et le diplôme, qu'est-ce que vous en faites? Oui, je suis déjà en fonction au PADME. D'accord. Donc j'essaie de gérer. Ce n'est vraiment pas facile, mais je gère. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, quelles sont les ambitions que vous avez dans la musique? Qu'est-ce que vous visez? Ce que je vise, c'est de rendre international ma musique. C'est que tout le monde me connaisse au Bénin comme ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on peut chanter? Est-ce que vous pouvez nous reprendre une chanson? Il n'y a pas de souci. On y va.
journaliste nyamant l'odokwe boka bato bera togbala hey holami jija oti nyena so wanu lepo amado jido na ya na gbombo azon to gbehime kwete anado ojija ogodo amanga so wanu ndegba amado jido na ya na gbombo din kwero gbehime kwete anado ojija ogodo amanga so wanu ndepon nyemate odokwe boka bato jija to gbala me e mon vera milara jija oti nyena so wanu lepo Reine Mijaya en direct sur le plateau du grand format. C'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et beaucoup de courage. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 28 juillet 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Achupa, c'est à Avranco. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Thank you.
What